Le voyage de Girestesi. Fille de la guerrière Batifessi et du meunier Discrasie, Girestesi naquit un jour de tempête, alors qu'une soudaine éclaircie apparut au moment précis où un escargot vint se réfugier sous la cambrure de Batifessi. Sur les hauts monts qui entouraient la cité vermeille de Chinon, 12 coups de canon sonnèrent sa naissance. En grandissant, Girestesi fit la joie de ses parents qui connurent une seconde jeunesse et développa, en conformité avec sa naissance incongrue, une série d'étranges facultés. Item, le pouvoir de faire illico bouillir l'eau pour le thé, mais pas en plus grande quantité. Pouvoir qui fut découvert alors que son biberon restait incompréhensiblement chaud. Item, le pouvoir de distinguer flou les personnes accablées d'un excès de pustulence sur le visage. Item, le parfait savoir du ronronnement apaisatoire. Item, la science du caméléonisme du vêtement qui fut découvert un jour qu'elle coucha en robe blanche dans l'herbe d'un pré et se releva en robe à fleurs. Item, le pouvoir de pétrifier les gens qui tournent en rond. Item, la très rare faculté de pleurer des larmes parfaitement rondes. Item, la puissante faculté de divination d'après la forme des larmes des autres. Item, la douance d'apaisation des hésitements et dédoublation de langage chez les bègues, par pression de la main sur la main. Item, la parfaite faculté d'endormir les insectes bruyants. Sitôt sorti du giron de Batifessi et de Discrasie, Girestesi prit ses clics et ses claques et sa robe à fleurs et partit à dos de phacochère pour la Belgie. Girestesi y rencontra un jeune aventurier, un gaillard d'une vingtaine d'années, plutôt carré, aux cheveux blonds, coiffé en brosse. Girestesi ne put s'empêcher, du haut de son phacochère pur sang, de modifier un peu le physique, bien trop carré à son goût, de ce jeune homme dont vous avez peut-être entendu parler, un certain Tintin. Qu'elle rencontra un jour de pluie. Girestesi, heureuse de cette météo, se mit à chanter à tue-tête. Son chant parfaitement disharmonieux engendra une tristesse profonde de tous les villageois qui pleurent toutes les larmes de leur corps. Girestesi, ivre de joie devant tant de larmes, redouble de ferveur et se met en tête de collectionner larmes et pleurs afin de les arrondir. Quelque temps plus tard, à l'âge de 20 ans, vint le temps pour Girestesi d'interroger son origine. Elle savait qu'à l'instant de sa naissance, une conjonction de fées la fit naître à l'instant précis où un escargot vint se mettre à l'abri d'une terrible tempête sous la cambrure de sa mère. La tempête cessa et Girestesi naquit. Mais personne ne lui raconta la suite de l'histoire. Et Girestesi, qui voulait boucler la boucle, décida de partir à la recherche des descendants de ce gastéropode maîtrisant l'art de la maïeutique. Elle traversa de nombreuses contrées, mais c'est chez les bradiglottes, le peuple des lans, qu'elle s'arrêta. Eux, seuls, pouvaient percer les mystères de ces animaux qui leur sont si semblables. La lenteur fut le point commun évident qu'ils partageaient. Les lèvres des bradiglottes semblables également, ourlées telles des pots de chambre, n'étaient pas sans rappeler la courbe que dessine la coquille de l'escargot. Ce qui est moins connu en revanche, c'est la forte propension à saliver de ce peuple. Le postillon était chez eux monnaie courante. Elle finit par trouver une bradiglotte étonnante qui pouvait recoudre les paroles éparses. Girestesi lui confia les indices qu'elle avait recueillis. Au moment où elle allait lui révéler l'avenir de ce gastéropode, Girestesi fut appelée à la fête de Chantegrolles. À chaque fête de ce fameux village, alors que les enfants pataugeaient dans la boue pour accompagner l'hymne du charmant village, des grillons insolents menaçaient par leur bruit la magnifique mélodie. C'est pourquoi Chantegrolles
fit appel à son service d'ordre sonore, la fameuse gyresthésie sur son phacochère magnifique, qui courut alors les bois, les arbres, les feuilles et les herbes pour endormir les insectes bruyants. À chaque découverte d'un grillon, en pleine activité, Gyresthésie use de son pouvoir, mais à chaque fois qu'un grillon s'endort, un autre s'éveille. Gyresthésie, rentrant sur son phacochère de Chantegrol, vers Chronopolis, elle rencontre Bradiglotte qui pleurait à chaudes larmes. Elle arrondit les larmes, mais Bradiglotte avait été chassé pour sa lenteur de discussion, exclu de toutes les assemblées de Chronopolis. Et elle essayait d'arrondir les angles de cette situation, en provoquant un ronronnement, un son, un souffle très rond. Bradiglotte se retrouva ainsi sa place dans Chronopolis. Elle devait calmer les orateurs, toujours pressés de finir leur intervention, et ainsi elle peut crier à sa compagne « Restez-y, restez-y à Chronopolis ». Un jour d'été où Gyresthésie se promenait dans les vignes de la Devinière en ronronnant avec sa chatte, elle croisa Ploutolalie qui endormait les guêpes rôdant autour des raisins mûrs. Les deux amis, qui ne s'étaient pas vus depuis longtemps, pleurèrent des larmes de joie parfaitement rondes qui scintillaient au soleil. Elles se complimentèrent sur leurs robes à fleurs qui prenaient la couleur des grappes dorées ou noires, échangèrent des nouvelles de leur fille à la chevelure de vigne vierge. Puis, au crépuscule, Ploutolalie regagna le château du Coudray-Montpensier et Gyresthésie, la devinière. Au bout de quelques jours, la solitude lui pesa. Gyresthésie était désespérée. Elle ne pouvait jamais s'habiller comme elle le voulait. Elle rêvait de camailleux, de teintes proches, de dégradés, mais toujours ses vêtements se transformaient et prenaient les teintes complémentaires qui la faisaient repérer à 1000 lieues à la ronde. De désespoir, elle alla à la taverne. Elle ne fit pas bouillir d'eau pour le thé, mais commanda un verre de chinon, une chope de chinon, un tonnelet de chinon. Rien à faire, son chagrin demeurait. Les larmes de l'ivresse et du désespoir se mirent à couler, parfaitement rondes, si belles, si parfaites. Elles se répandirent sur la table, sur le banc, sur le sol. Gyresthésie buvait toujours, pleurait sans fin. Le filet d'eau de larmes devenait ruisseau, rivière, mais elle n'y pouvait lire aucun avenir. Éperdue, elle glissa dans l'eau de ses larmes, nagea, rejoignit le cours de la Loire, puis l'océan. Quand elle chevaucha les vagues, elle se sentit en harmonie avec la nature, quels que soient ses vêtements. Elle se sentit libre, son esprit s'envola, sa parole se libéra. Reste-y, s'écria Gyreste, la tigresse des Scythes. Si Gyresthésie sieste, régis tricéreste, il se grise et résiste au tigre. L'hystérie de Gyresthésie est du registre de l'inceste. Elle tresse des tiges de tristesse. Viviane nous dit « Gyresthésie, de retour de ses fabuleuses aventures, avait ramené dans son escorte moult gentilshommes et damoiselles, tous enamourés de son pouvoir bienfaisant sur les êtres faibles. Elle menait sa troupe sans réelle conscience de son aura, allant au gré du vent, traversant champs et villages, ses costumes changeant de couleur au moindre courant d'air. Les plus férus de sa personne étaient les bègues, enfin délivrés de leur terrible muselière. Ils parlaient, chantaient, criaient, heureux. Isidore était l'un d'eux. Longtemps cloué dans l'isolement par son langage torturé, il n'avait de cesse de remercier la nymphe qui l'avait sauvé. Pépillant, sautant, il était devenu un bavard impénitent, vibrionnant autour de la donzelle, telle une pie jacassant. Il commençait à lui casser les oreilles de ses discours incontinents. Ce verbiage lui tapant sur les nerfs, Gyresthésie empoigna Isidore et lui fourra le museau entre ses échasses, ce qui eut pour effet qu'il s'arrêta de bavasser aussi sec. Et c'est ainsi qu'il lui fouillait la grotte, qu'il lui approfondissait la catacombe, qu'il lui balayait le monticule, qu'il lui barbotait la caverne, qu'il lui bouleversait la crypte, qu'il lui compulsait le cornichon, qu'il lui dépouillait la rocaille, qu'il lui farfouillait le terrier, qu'il lui fignolait le bourrelet, qu'il lui fouissait le tubercule, qu'il lui fourrageait le beignet, qui lui perquisitionnait la boudine, qui lui ratissait la cabosse, qui lui écaillait la sardine, qui lui sondait la friandise, qui lui polissait la bonbonnière, qui lui tripatouillait la coloquinte, qui lui épluchait le bigorneau. Pour ne pas être en reste,
Elle lui brossait l'ampoule, lui décapait le bourgeon, lui fourbissait le bulbe, lui bichonnait l'interrupteur, lui débarbouillait la vésicule, lui frictionnait le dessus du panier, lui graissait les fluorescences, lui nettoyait le trésor, lui lustrait le gratin, lui massait l'ornement, lui plottait le diamant, lui ponçait le joyau, lui récurait le sautoir, lui étrillait le tampon. À la suite de quoi, un grand spasme les saisit tous les deux. Et le pays de Chinon, qui était plat comme une limande, s'en trouva tout vallonné, ce qui est la cause qu'on y trouve aujourd'hui parmi les meilleures vignes de France.